Chapitre 13. Un séjour à Bordeaux. Ils s'installèrent dans le train, les uns en face des autres. Maria choisit la banquette dans le sens de la marche, mais laissa le bord de la fenêtre à Éléonore, qui voulait voir le pays. Elle ne tarda pas à s'assoupir et dormit près de 2 heures. Lorsqu'elle se réveilla, elle fut stupéfaite par l'absence de ses garçons. « Où sont vos frères ? Ils ont bien pris le train avec nous, je n'ai pas rêvé, demanda-t-elle d'une voix angoissée. Mais oui, répondit Rose, François-Manuel dort sur la banquette arrière et José est parti se dégourdir les jambes. Maria se sentait responsable de ses enfants, même si certains avaient atteint l'âge adulte. Elle n'avait jamais été une mère possessive, il lui suffisait de voir qu'ils allaient bien. Ce voyage était une aventure peut-être hasardeuse. Ils n'avaient pas assez d'argent pour prendre le bateau à leur arrivée à Bordeaux. Il leur faudrait se loger et trouver du travail. Ensuite, il y aurait la traversée et ses dangers, puis le débarquement en Argentine et la recherche de Joseph. Elle n'était pas sûre que son mari habitât toujours l'adresse indiquée dans sa dernière lettre, et dans ce cas, comment le retrouver ? Il fallait qu'elle se calme, sinon elle risquait de perdre la raison. Toutes ses idées se bousculaient dans sa tête et lui donnaient le vertige. Non, elle ne pouvait se permettre de craquer. Ses enfants avaient trop besoin d'elle. Toutes ses idées noires étaient dues à la fatigue. Elle n'avait pratiquement pas dormi la nuit précédente. Éléonore avait le nez collé à la vitre et elle semblait émerveillée par les paysages qui défilaient. Rose et Claire discutaient joyeusement. Maria était seule à s'inquiéter et à avoir peur. Elle ne devait pas le montrer, surtout à José qui, au lieu de la rassurer, s'agaçait de ses angoisses et se moquait d'elle. Elle savait très bien que lui aussi était conscient des difficultés à venir, mais comme dans tous les groupes, il suffisait qu'il y en ait un qui manifestât son inquiétude pour que les autres se détendent en lui laissant le fardeau sur le dos. Mais quoi de plus normal ? C'était elle la mère, donc elle devait assumer ses peurs et les leurs. Bon, il fallait agir, faire quelque chose pour s'occuper et ne plus penser. Manger, c'était trop tôt. Alors elle pouvait boire de l'eau fraîche additionnée de sirop de fraise préparé par Madame Philipponu. Quels braves amis! Elle les avait accueillis si chaleureusement et elles avaient su leur faire visiter et aimer Marseille. Il lui semblait qu'ils avaient mangé leur pain blanc et que la ville de Bordeaux serait sans doute moins accueillante. Elle se leva et sortit de son panier une bouteille entourée d'un chiffon mouillé et servit à boire. « Maman, l'eau est encore glacée, c'est extraordinairement bon et rafraîchissant !» s'exclama Rose en tendant le verre vide à Claire. « Tant mieux, mes chéris, profitons de ces moments de plaisir. Nous déjeunerons dans 1 heure environ. » Le train arriva en gare d'Arles et le compartiment s'anima. La moitié des passagers se leva et se fraya un passage pour descendre. Ils furent aussitôt remplacés par de nouveaux voyageurs qui voulurent prendre les places assises des garçons. Maria les invectiva, mais José, qui venait de les rejoindre, intervint et dit à sa mère : « Laisse-les s'asseoir, je peux bien rester debout jusqu'à 7, où nous devons changer de train. » Maria pensa que son fils avait fait cela par galanterie, car les passagers en question étaient un père et sa fille. Cette dernière était très jolie. Elle était vêtue d'une robe de soie rose, cintrée à la taille, avec un fichu en dentelle blanche, assorti à sa coiffe, qu'elle portait haut sur ses cheveux noirs, relevés en chignon. Le père, un camarguais rougeaud, les remercia vivement, et la jeune fille sourit à José en baissant les yeux. La conversation ne s'engagea toutefois pas, et Maria, bercée par le mouvement régulier du train, sentit ses paupières s'alourdir et son corps s'engourdir. Ils descendirent à 7 et attendirent sur le quai la correspondance pour Bordeaux près de 2 heures. Ils en profitèrent pour se restaurer et regarder passer les trains avec leurs locomotives fumantes. José leur expliqua que la vapeur poussait le piston, qui lui-même poussait la bielle, qui faisait tourner les roues. Leur train arriva enfin. L'attente en plein soleil avait été pénible. Ils s'installèrent confortablement dans le wagon de 2e classe, prêts à affronter le nord.
Ils découvraient la France et se l'appropriaient. Ils étaient des Français d'Algérie et pour la première fois, ils visitaient leur nouvelle patrie, eux qui pendant longtemps n'avaient été que des Espagnols émigrés en Algérie. Ils étaient fiers de leur patrie qu'ils trouvaient si belle, avec ses rivières aux eaux miroitantes et ses vertes prairies. Rose poussa du coude Éléonore et lui dit en arabe « Chouf chouf el-Bakra ». Elles éclatèrent de rire car la traduction signifiait « Regarde, regarde la vache », phonétiquement Begra. Si les vaches françaises méritaient cette appellation, les vaches algériennes auraient pu être surnommées vaches maigres. Après Toulouse, le temps changea et la pluie se mit à tomber. Maria pensa que ce changement de climat n'augurait rien de bon et qu'il leur serait très difficile de vivre à Bordeaux. Avant même d'y être, elle détesta cette ville. Le train arriva en gare du Midi à Bordeaux en fin de soirée. Quelle différence entre la gare Saint-Charles de Marseille et ce modeste embarcadère sur lequel étaient disposés des bâtiments en bois. Une nouvelle gare était en construction, mais en attendant, ils sortirent sous une pluie battante, les pieds dans l'eau, mouillés jusqu'aux os. Ils prirent l'omnibus pour se rendre dans le quartier des Chartrons. José avait demandé à un de ses amis zouaves, originaire de Bordeaux, l'adresse d'une pension de famille près du port. Le cocher arrêta l'attelage devant un petit immeuble de 3 étages en leur criant « Les Algériens peuvent descendre !» Maria devint toute rouge et se mordit les lèvres pour ne pas répondre et se quereller avec ce vaurien de français. Une petite bonne femme toute ronde, au visage couperosé, vint à leur rencontre en souriant. « Robert m'a écrit pour m'annoncer votre arrivée. Entrez, j'ai préparé 2 chambres pour vous, et après y avoir déposé vos malles, vous pourrez descendre dans la salle à manger, où nous servons le repas à 20 heures. » Maria laissa ses enfants porter les bagages et suivit leur hôtesse pour négocier les conditions du séjour. Le prix de la pension était trop élevé pour 6 personnes, d'autant qu'il n'était pas possible de cuisiner dans les chambres. Maria paya d'avance 3 jours, en comptant bien trouver dans ce temps un logement de 2 pièces. Ils descendirent en salle à manger vers 20 heures. Madame Durand leur présenta les autres pensionnaires qui buvaient un porto en attendant le repas. Monsieur Mété, médecin en retraite. Maria tendit sa main à ce vieil homme très distingué qui l'effleura de ses lèvres. Bienvenue à Bordeaux, chère madame. Je sais que vous avez fait un long voyage qui, si je ne m'abuse, est loin d'être terminé, lui dit-il avec un large sourire qui éclaira son regard d'azur. Merci beaucoup, docteur, répondit Maria, avant de se retourner vers une dame, d'âge certain, à l'air pincé, toute droite dans sa longue robe noire. Je vous présente madame Fauchard et sa fille Paulette, qui nous viennent de Bretagne et nous font l'honneur de séjourner chez nous tout l'été. Maria leur sourit et appuya son étreinte de la main de mademoiselle Paulette, qui semblait très effacée sous la coupe d'une mère autoritaire. Madame Durand poussa en avant un petit homme aux cheveux grisonnants, recouvrant un visage émacié et un nez aquilin, sur lequel reposaient des binocles à verre si épais que ses yeux semblaient être 2 petits pois aux couleurs sombres. « Si vous êtes malade, déclara-t-elle, vous pourrez vous adresser à monsieur Pivon, laborantin en pharmacie. »« J'espère ne pas avoir recours aux soins de monsieur Pivon, même si je suis persuadée qu'il serait de très grande qualité, rétorqua Maria avec un regard malicieux. Monsieur Dupont, homme de forte corpulence, à la chevelure blonde, abondamment crantée, se présenta lui-même. « Chère madame, Maurice Dupont pour vous servir. Je suis commis voyageur pour le compte de Flammarion, la célèbre maison d'édition de monsieur Ernest Flammarion, qui a publié Zola et Maupassant. Je ne séjourne à Bordeaux qu'1 semaine par mois et je suis très heureux que les hasards du calendrier m'aient permis de faire votre connaissance. » Il parlait en s'inclinant sur la main que lui tendait Maria, légèrement troublée par cette galanterie. Elle ne trouva rien à répondre et fit une pirouette vers une très belle jeune femme, au teint diaphane et à la longue chevelure brune, retenue par un ruban assorti à sa robe moirée.
L'hôtesse la lui présenta comme une artiste et comédienne de renom. Cette personne, dénommée Delphine Ruette, dévoila un tempérament exubérant qui n'allait pas avec son physique. Elle ondula son bras dont l'extrémité enserrait un mouchoir en dentelle. Maria ne put serrer qu'un morceau du tissu et l'impression lui fut fort désagréable. Mademoiselle Pichard se présenta en qualité de professeur d'histoire et Maria lui rendit sa poignée de main ferme mais chaleureuse. Il restait encore une personne à saluer. Il s'agissait d'un jeune homme de l'âge de José qui ne ressemblait pas aux autres pensionnaires. Il était grand, avec de larges épaules, vêtu d'une blouse et d'un pantalon de toile. Maria reconnut cet homme comme une personne de son monde et elle lui serra amicalement la main en lui demandant « Et vous, jeune homme, qui êtes-vous » ? « Mon nom est Emilio Diaz, je suis docker et je compte bien demain aller me louer sur le quai Bacalan. Je ne resterai qu'une nuit avec vous car je cherche un autre abri adapté à mes moyens financiers, répondit le jeune homme avec humilité. Cher ami, nous sommes dans le même cas, et si vous le voulez bien, mes fils José et François-Manuel, que voici, pourraient se joindre à vous demain à la première heure. Puis, se tournant vers l'assistance, Maria leur présenta ses enfants. Après avoir bu un verre de Porto, censé leur ouvrir l'appétit, ils passèrent à table. À l'exception du médecin et de la vieille dame, toujours flanquée de sa fille, aucune place n'était réservée. Les pensionnaires s'installèrent au gré de leur humeur. Maria se trouva ainsi placée entre le médecin et le commis voyageur. Rose, Claire et Éléonore se rapprochèrent de Paulette. José prit une chaise près du docker et François-Manuel s'imposa près de la comédienne. Il engagea avec elle une conversation intime qui dura tout le repas. François-Manuel avait, pensait Maria, un besoin permanent de plaire qu'elle ne comprenait pas. Maria était encore belle et elle ne rejetait pas l'amour. Elle aimait Henri Piétron et son extase grandissait au fur et à mesure de leur relation. C'était toute la différence entre la sexualité féminine et celle des hommes. Cette dernière s'épuisait rapidement avec le temps, alors ils avaient, supposait-elle, un besoin de renouveau sans cesse. Les femmes, au contraire, devaient s'adapter au sexe de l'homme, le reconnaître et le guider vers la partie la plus sensible de leur intimité pour atteindre l'orgasme. Leur fidélité en était le prix. « Vous êtes bien loin de nous, chère madame, lui susurra M. Dupont en lui tapotant le bras. Maria rougit. Elle avait été impolie en se laissant aller à ses pensées. « Ne m'en veuillez pas, je suis un peu fatiguée par le voyage et je me soucie des jours à venir, mentit-elle avec un sourire gêné. « Vous devez, je crois, repartir pour l'Argentine, retrouver votre mari, interrogea madame Fauchard. « Oui, je me rendrai demain au port pour me renseigner sur les dates de départ et sur le prix du voyage, répondit Maria, soulagée de la diversion. J'ai voyagé dans le monde entier dans ma jeunesse, reprit madame Fauchard. En Europe, bien sûr, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. Ah, New York, quelle ville magnifique, s'exclama-t-elle en s'écoutant parler. Elle prit la pause pour vérifier l'impact de ses paroles sur les convives qu'elle ne regardait pas. Ses yeux étaient comme perdus dans l'univers de ses voyages. Elle ne racontait pas, elle listait plutôt les villes traversées sans donner aucun détail. Très vite, et comme d'habitude, personne ne l'écoutait plus. Elle parlait pour elle-même, l'essentiel étant de monopoliser la parole et de s'étourdir de son bavardage sans intérêt. Lorsqu'elle évoqua l'Indochine, M. Metier lui coupa la parole. « J'ai séjourné 4 années au Tonkin du 7 juin 1883 au 28 juin 1887. J'étais médecin militaire au service du général François-Oscar de Négrier pendant la bataille de Lang Son. J'ai connu un colonel négrier qui a écrasé les rebelles de Bou Amena en Algérie dans les années 1881 à 1883, intervint Maria. S'agit-il de la même personne? Oui, en effet. Il fut nommé général de brigade et prit avec le général Louis Brière de Lille le commandement d'une des brigades du corps expéditionnaire du Tonkin en 1884 durant la guerre franco-chinoise.
Vous étiez donc à Langson, demanda M. Dupont. Ne s'agit-il pas de la désastreuse retraite qui a entraîné la chute du second ministère de Jules Ferry, hué par la foule et surnommé Ferry-Tonquin? Je n'ai rien compris à cette affaire. Il me semblait que la Chine avait reconnu le protectorat français sur l'Annam en 1884. Alors, pourquoi cette bataille de Langson en mars 1885? M. Mettet s'excusa auprès des dames et demanda si le sujet les intéressait. Maria fut enthousiaste et Madame Fauchard polie. Delphine Ruette était toujours en grande conversation avec François Manuel et elle ne répondit pas. Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter au siècle dernier, commença M. Mettet. En 1787, l'empereur Tuduc vint demander au roi de France de l'aide pour pouvoir retourner dans les États d'Annam, d'où il avait été chassé. Louis XVI, préoccupé par ses projets de réforme et par l'hostilité de la noblesse de robe, refusa de l'aider, mais des officiers prirent le relais et guerroyèrent avec les partisans de Nguyen Han. Ainsi, ce dernier retrouva son royaume composé de l'Annam, de la Basse-Cochinchine et de la Cochinchine centrale et du Tonkin, conquis peu après. Par la suite, Napoléon III s'intéressa à l'Indochine, où les missionnaires catholiques faisaient l'objet de massacres répétés. À la demande du pape, l'empereur envoya la flotte française qui s'empara en février 1859 de Saïgon. Les positions françaises s'étant consolidées, l'empereur d'Annam, Tuduc, fut contraint de signer un traité cédant à la France les 3 provinces orientales de la Cochinchine et autorisant l'ouverture de ports aux commerçants français. En 1867, prenant prétexte de révoltes indigènes, la France occupa les provinces occidentales de la Cochinchine, qui passaient ainsi tout entière sous la domination française. Les amiraux français pensaient que l'ouverture du marché de la Chine, pays de 400 millions d'habitants, ne pouvait se faire sans le contrôle de la navigation sur le Mékong, fleuve dont le passage était commandé par le Cambodge. Ainsi, en 1863, la France contraignit le roi Norodom à signer un traité de protectorat. À l'est du Mékong, la navigation devait se poursuivre sur le fleuve Rouge qui traversait le Tonkin. En 1871, un pionnier français, Jean Dupuy, après une tentative de navigation en solitaire, passa avec le maréchal Ma, vice-roi du Yunnan, un marché au terme duquel il devait lui rapporter des armes et en contrepartie, il pourrait naviguer sous pavillon chinois et ainsi entrer au Tonkin, empire vassal de la Chine. À Hong Kong, il chargea les armes promises et affréta 2 canonnières. Il navigua en pleine liberté et fit commerce avec les habitants paisibles de ces riches contrées. Il arriva à Hanoï où il établit une sorte de quartier militaire. Sa prospérité fut vite jalousée par les mandarins de l'empereur Tuduc qui lui interdirent de vendre du sel. Le gouverneur de Saïgon envoya le lieutenant de vaisseau Francis Garnier avec 180 hommes. Le 20 novembre 1873, Garnier et ses soldats prirent Hanoï et toute la province capitula. En 3 jours, l'ensemble du delta fut soumis. M. Mettet s'interrompit quelques instants pour permettre à Madame Durand de servir les pigeons et petits pois frais. Il dégusta tranquillement son oiseau et reprit son récit sur demande expresse de Maria, de Mademoiselle Pichard et de M. Dupont. « Je parle sous le contrôle de Mademoiselle Pichard, notre professeur d'histoire, dit-il malicieusement. Cette dernière rougit et répondit timidement. La conquête du Tonkin est bien trop récente pour être enseignée au collège. Nous préférons leur parler de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance et de la Révolution française. Même le Second Empire n'est pas abordé dans nos classes. Ces sujets sont encore trop contemporains et il y a trop de susceptibilité politique à ne pas froisser. De plus, cher ami, vous avez été un témoin direct de cette guerre avec la Chine. C'est vous qui m'en apprendrez. » Bien, déclara M. Mettet, où en étais-je ? Ah oui, à la prise d'Hanoï par Garnier et ses hommes.
un accord devait être signé avec les mandarins de Tuduc. Ils se réunirent à la citadelle. Malheureusement, ce jour-là, les pavillons noirs, soldats irréguliers et rebelles, attaquèrent et Garnier, en sortant avec ses hommes, eut la tête tranchée. Son second subit le même sort. Les mandarins en profitèrent pour partir sans rien signer. Les lieutenants de Garnier conservèrent leur position, mais ils eurent besoin de renforts. Le gouvernement français de M. de Broglie se souciait peu du Tonkin et il n'envoya pas de troupes. Il dépêcha à Hanoï M. Pilastre pour signer un traité de paix avec l'empereur Tuduc. Cet envoyé spécial avait les pleins pouvoirs et il considéra que Garnier et ses hommes avaient agi sans mandat officiel pour rendre service au dénommé Dupuy. Il signa avec l'empereur d'Annam 2 conventions, respectivement les 5 janvier et 6 février 1874, au terme desquelles les positions acquises par les soldats français devaient être évacuées et une amnistie accordée aux Annamites, fidèles à la cause de Garnier. Dupuy fut alors chassé d'Hanoï. Un traité fut signé le 15 mars 1874, la France reconnaissant la souveraineté de l'Annam et son indépendance. 3 ports étaient ouverts aux Français, ainsi qu'une concession à Hanoï, et la navigation était autorisée sur le fleuve Rouge jusqu'au Yunnan. Mais le traité fut rapidement violé par les Annamites et la France envoya le commandant Rivière le 26 mars 1882 avec 2 navires et 400 hommes. Il trouva sur place 2 compagnies d'infanterie. Le 25 avril 1883, il s'empara de la ville et de la citadelle d'Hanoï. Mais rapidement, les pavillons noirs attaquèrent la ville et Rivière trouva la mort le 19 mai 1883 dans des conditions affreuses. Il fut décapité, eut les mains coupées et tous ses débris furent promenés au bout de piques. Les députés français, en apprenant la nouvelle, votèrent les crédits nécessaires à une expédition pour venger les enfants de la France. À compter du 7 juin 1883, une guerre éclair fut menée par les troupes de terre et les forces navales. Le 25 mai de la même année, après la mort de l'empereur Tuduc, un traité de paix fut signé et l'Annam devint un protectorat français. Les mandarins refusèrent encore de se soumettre et une révolution de palais déstabilisa l'Empire. Le 12 février 1884, des renforts arrivèrent de France. L'effectif était alors de 17 000 hommes, divisés en 2 brigades, l'une sous les ordres du général Brière de Lille et l'autre sous le commandement du général Négrier. Le général Courbet restait à la tête de la division navale. Une convention passée le 11 mai 1884 à Tientsin avec la Chine qui reconnaissait le protectorat sur l'Annam. En conséquence, les réguliers chinois devaient évacuer le poste de Langson. Cette convention ne fut pas respectée par la Chine et la guerre fut déclarée. Les zouaves de Brière de Lille se battaient autour d'Hanoï avec une mission de pacification contre les pavillons noirs, alors que les troupes de Négrier marchaient sur Langson. Les 4 et 5 janvier 1885, Négrier donna la chasse à 10 000 réguliers chinois et pirates. Il marcha sur Langson avec 9 000 soldats. Le 13 février 1885, la citadelle et la ville de Langson tombaient. C'était la victoire des Français. Le général Brière de Lille rappela alors une partie des soldats à Hanoï, fin février, pour battre les pavillons noirs à Tuen Wang. Négrier et son second, le lieutenant-colonel Herbinger, parvinrent à Dongdang, près du Song King Kong, et coupèrent l'armée chinoise en 2. Les Chinois furent acculés à la frontière du Guangxi, province du Céleste Empire, et les Français firent sauter la porte de Chine. Après ces victoires, au bout de 21 jours, les vivres vinrent à manquer, et les compagnies des 1er et 2e zouaves étaient toujours attendues en vain. Le 25 mars 1885, les troupes de Négrier furent obligées d'évacuer Dongdang. Elles retournèrent à Langson et s'engagèrent dans une bataille sanglante contre 20 000 Chinois. Négrier fut blessé d'une balle en pleine poitrine et son second décida de rentrer à Hanoï.
Ce faux désastre de Langson fut monté en épingle par les adversaires politiques de Jules Ferry et son ministère fut renversé. En réalité, cette affaire n'eut aucune conséquence militaire car la paix était virtuellement signée avec la Chine. Henri Brisson, successeur de Ferry, n'eut plus qu'à faire signer le 9 juin 1885 le second traité de Tientsin qui confirmait le premier. « Merci, mon ami, j'ai enfin compris cette affaire, déclara M. Dupont. Ce que vous nous avez raconté m'a rappelé la conquête de l'Algérie, sa pacification et les horreurs des massacres commis par les indigènes, indiqua Maria. Non, chère madame, reprit M. Mété, il n'y a aucune commune mesure entre les indigènes algériens et les pavillons noirs. Ces derniers étaient d'une cruauté inégalée. Ainsi, pour vous citer un exemple, le supplice du croc du boucher, par lequel le prisonnier était, pieds et poings liés, hissé par une poulie au-dessus d'un crochet suspendu. Subitement, le bourreau lâchait la corde et le paquet de chair s'empalait sur le crochet. Si un organe vital était touché, l'homme mourait instantanément, mais dans le cas contraire, il pouvait souffrir atrocement pendant 2 ou 3 jours. Claire, qui avait suivi la conversation, contrairement à ses sœurs qui papotaient avec Paulette, poussa un cri d'horreur. Maria, pour faire diversion, complimenta Madame Durand sur sa fameuse Charlotte aux fraises. Rose s'endormait à table. Elle était congestionnée et semblait fiévreuse. Monsieur Pivot, le laborantin, assis près d'elle, s'en aperçut et lui toucha le front. « Cette jeune fille a de la fièvre. Je vais lui donner de l'aspirine. Qu'en pensez-vous, docteur ?» dit-il en s'adressant à Monsieur Mété. « Je ne pratique plus la médecine depuis que je vois moins bien. Demain, nous ferons venir mon successeur, le docteur Frigut, » répondit le vieux médecin. Dès le repas terminé, Maria montait à se coucher avec ses filles, tandis que José se renseignait auprès d'Emilio Diaz. Il prit rendez-vous pour un départ à 4 heures du matin afin de trouver de l'embauche. François Manuel, devant un cognac, continuait sa cour auprès de Delphine Ruette qui riait aux éclats. Les autres pensionnaires montèrent se coucher. Le matin, vers 10 heures, le docteur Frigut se présenta à la pension et examina Rose. « Cette demoiselle a une forte rhinopharyngite. Ses sinus sont pleins et douloureux au toucher, le fond de sa gorge est rouge, et je peux même entendre un sifflement dans les bronches. Chère madame, je lui prescris des lavages de nez à l'eau de mer, des fumigations et des cataplasmes à la moutarde. Donnez-lui aussi de l'aspirine pendant 4 jours. » Maria remercia et paya le médecin. Elle se rendit ensuite à la pharmacie. La maladie de Rose posait un problème, car il ne pouvait quitter la pension avant sa guérison. José n'était pas revenu, il avait donc pu être embauché pour la journée. François Manuel apparut vers 11 heures, il se levait avec la bouche pâteuse. Maria explosa de colère. « Tu es vraiment un bon à rien, on ne peut pas compter sur toi. Je te préviens que si demain tu ne te rends pas à la bourse du travail, tu prendras tes affaires et quitteras la pension sur le champ. » François Manuel, le regard fuyant, sortit prendre l'air. Maria se rendit auprès de Madame Durand, la propriétaire, pour lui proposer ses services et ceux d'Éléonore. « Chère madame, vous connaissez notre situation et notre projet de voyage. Je ne dispose pas d'une bourse suffisamment remplie pour payer la pension de ma famille et le voyage vers l'Argentine. Mes fils cherchent une embauche comme docker au port et ils loueront une chambre meublée à Bacalan. Il reste mes filles et moi. Rose et Claire pourraient se placer dans une bonne maison et Éléonore et moi-même pourrions vous aider à tenir la pension jusqu'à notre départ sans autre salaire que notre hébergement. Je pourrais vous aider à la lingerie, lavage, repassage et travaux de couture, tandis qu'Éléonore pourrait faire de même en cuisine et au service à table. Qu'en pensez-vous ? Demanda Maria d'une voix peu assurée. Mais cette proposition me convient tout à fait. Je n'y arrive pas toute seule et votre aide me sera précieuse, répondit Madame Durand en embrassant Maria. Pour vos filles, justement, Madame O'Connor, une Irlandaise dont le mari est un important négociant en vin, m'a demandé si je connaissais des personnes sérieuses pour 2 places de bonne. Elle habite l'hôtel particulier orné de balcons sur trompe, juste au bout de la rue. Elles seront logées, nourries et recevront un modeste salaire. Dès que Rose sera sur pied, je vous y conduirai. Maria, enfin rassurée sur leur devenir, monta voir si l'état de Rose s'améliorait.